découvreurs, j'espère que vous allez bien. Je suis en compagnie de Sandra Filodo, je ne sais pas si je le prononce bien. Bonjour Fiolo. Sandra. Bonjour Vincent. Du coup, qui nous fait l'honneur d'être présente sur notre podcast. Donc, Sandra de Conscious Culture et du podcast des équilibristes, que je vais te laisser présenter ainsi que ton parcours à nos auditrices et auditeurs. Oui, ben merci Vincent. Enchantée d'être là. Donc, je suis Sandra Fiodo. Comment me présenter? Par quoi commencer? Je suis une femme, une maman de deux enfants formidables. Euh, je suis une amie, je suis une épouse et j'ai aussi fait des choses qui vont sûrement nous intéresser aujourd'hui dans la conversation, à savoir créer un podcast qui s'appelle Les Équilibristes, qui traite de la question de l'articulation entre toutes les facettes de nos vies, en particulier comment on fait vivre des ambitions professionnelles en même temps que nos ambitions personnelles, euh, en particulier autour de la parentalité. Et j'ai créé effectivement Conscious Cultures, qui est une société de conseil autour de ces questions-là, pour accompagner les entreprises à prendre ces sujets-là en main. C'est une entreprise aussi avec laquelle je fais du coaching individuel. Et j'écris aussi tous les mois pour un média RH qui s'appelle Welcome to the Jungle, euh, qui traite du futur du travail. Et je fais partie du lab, c'est-à-dire c'est une communauté d'experts. Et mon sujet, c'est sans surprise l'articulation pro-perso et l'exploration de ces nouvelles frontières qui ont pas mal bougé ces dernières années. Top. Et justement, alors ça va être le sujet du jour, l'équilibre, les équilibres de vie. Je reviens sur Conscious and Cultures, auquel tu faisais allusion, donc conseil sur toutes ces questions-ci aux entreprises. Euh, Est-ce qu'on est passé d'un avantage comparatif avec des rares sociétés qui pouvaient le proposer il y a encore quelques années de soigner cet équilibre à une nouvelle norme chez les employeurs? Qu'est-ce que tu constates là-dessus? Alors, je constate qu'il y a encore, il y a une enfin, disons qu'il y a un shift qui est en train de se produire, qui est très fort. Euh, et il y a une courbe d'adoption qui n'est pas du tout, enfin, où les entreprises sont à des stades différents, évidemment. Euh, mais ce qui est certain, c'est que moi, je suis une marketeuse de formation. euh, de, euh, c'est le métier que j'ai exercé pendant longtemps et qui est aussi euh, je suis aussi marketeuse de cœur, on va dire, et je m'intéresse toujours beaucoup à la question de l'offre et de la demande. Et ce qui est clair, c'est que la demande, elle a changé, mais surtout, elle s'exprime maintenant. C'est-à-dire que il y a quelques années, avant le Covid et tout, il y avait déjà des études qui montraient que la question de l'équilibre vie pro vie perso était très importante dans le choix de poste. Euh, et en fait, ces dernières années n'ont fait que rendre ces conversations-là beaucoup plus acceptables. À l'époque, c'était des choses qu'on pouvait dire dans son coin. C'était pas un grand mouvement de fond. Et là, il y a vraiment une lame de fond vers ça. Et donc, avec des demandes qui sont nouvelles de la part de candidats ou de personnes en poste. Mais c'est de dire, le télétravail, par exemple, c'est plus quelque chose qui est une espèce d'avantage qui ferait sortir du lot une entreprise, c'est un attendu de base pour beaucoup de personnes. Mais télétravail, c'est qu'un exemple parmi d'autres. En fait, globalement, on a une lame de fond qui va vers le fait que les gens ont envie qu'on tienne compte de leur vie dans sa globalité et pas seulement qu'on les considère comme des personnes, comme des professionnels, quoi. Donc ça a des ramifications très importantes qu'on peut explorer si Ouais, c'est j'ai pertinent. l'impression qu'il y a un aspect générationnel un peu là-dessus aussi, hein, pour être salarié moi-même. Je Mm. constate que les gens qui éprouvent le plus le besoin de venir au travail, donc avec ce que ça comporte de positif ou peut-être de négatif, sont les plus anciens généralement. Et j'ai l'impression que au niveau des jeunes, le télétravail, c'est quasiment quelque chose d'acquis ou en tout cas d'attendu. Alors, ouais, il y a sûrement une part générationnelle, mais alors peut-être dans les extrêmes, on va dire. Mais moi, je vois aussi toute une catégorie tu vois, de managers, de personnes qui sont dans la tranche d'âge 30, 50 ans et qui ont et où finalement ce que les jeunes osent assumer et demander, c'est des choses que dont eux avaient envie depuis longtemps, mais qui s'exprimaient pas. Oui, Il y a plein de secteurs où c'est vraiment le cas. Je vois dans les hôpitaux, par exemple, des internes qui refusent d'enchaîner
des jours de travail sans repos de garde, etc. Et ça bouscule les plus anciens qui disent, mais enfin, nous, on n'a jamais fait d'histoire pour ça. Ben oui, mais peut-être que vous auriez pu ou dû. Et eux ont le courage de réclamer ce qui est normal, en fait, et ce qui est plus sain et plus soutenable d'un point de vue d'un rythme de vie. Du coup, il y a comme... c'est comme si finalement les mouvements de ces jeunes qui osent clamer haut et fort tout ça, finalement autorisaient aussi certains plus âgés qu'eux à enfin assumer Hmm. ce dont ils ont besoin, quoi. Oui, d'ailleurs, ce que tu décris, c'est en plein dans l'actualité, hein, justement, avec le côté aussi saisonnier des métiers de la restauration, de l'hôtellerie. Ouais. Je pense pas qu'à ces métiers-là, mais tous les métiers manuels où il faut être présent sur site. Je pense au monde de l'industrie aussi, par exemple. Il y a une grosse difficulté à recruter parce que structurellement, c'est des métiers où voilà, on ne peut pas faire de télétravail, bénéficier d'autant de flexibilité. La Mm. restauration, par exemple, faut être ben, sur site au moment des repas, mais il y a une recherche justement de plus d'équilibre et de flexibilité, quoi. Ouais, c'est ça, et c'est vrai ce que tu dis, c'est absolument dans tous les secteurs. Moi, je discutais avec ma coiffeuse l'autre jour qui me disait qu'elle avait beaucoup de mal à recruter aussi, et notamment que il y avait beaucoup de jeunes qui voulaient pas travailler le samedi. Donc, y a pas de jugement à avoir là-dessus. Enfin, j'en porte pas en tout cas. En tout cas, c'est une information qui est importante, c'est de dire, ok, en fait, les gens ont envie de préserver du temps qu'ils estiment sacré. Donc, c'est le temps du week-end, le temps de la soirée, enfin, le temps qu'ils définissent eux. Mais il y a un énorme bouleversement qui est en cours sur fondamentalement la place du travail dans la vie des gens. Hmm. Donc là, on a parlé du côté employeur. Moi, ce qui Mhm. va plus peut-être m'intéresser, c'est de notre côté, entre guillemets, du côté des Mhm. gens, si je puis dire. Là, c'est sur quoi on peut avoir la main et prendre des initiatives. Est-ce que l'équilibre de vie, ça commence déjà par définir ses objectifs et donc ses priorités? Bah, l'équilibre de vie, c'est un sujet très très large et qui est absolument personnel et évolutif. Et donc, effectivement, ça commence par ça. Ça commence par avoir conscience de ce que j'appelle les ingrédients de son équilibre. Tu vois, si on veut prendre un peu une métaphore de cuisine, mais de se dire, bah, en fait, qu'est-ce qui contribue à mon sentiment d'équilibre. Et le sentiment d'équilibre, on peut, si on veut trouver des synonymes, c'est le sentiment de bien-être, le sentiment d'avoir une vie remplie. Ce mot en anglais qui est si joli et qui est difficile à traduire, c'est fulfilled, tu vois, une vie où finalement on est présent dans tous les domaines qui comptent. Et Hmm. ça c'est un travail qu'on a à faire soi et dont je me rends compte beaucoup en discutant avec mes auditrices, mes auditeurs, que en particulier quand on devient parent, on perd de vue. On est noyé sous les il faut, sous les tu dois, euh, réels ou imaginaires d'ailleurs, et on oublie beaucoup bah, ce qui compte pour soi et ce qui est vraiment important. Et on l'oublie, et puis après on ne sait pas très bien le réajuster non plus, parce que ça change, parce qu'il se passe plein de choses dans la vie, des choses belles, des choses moins belles, et que cet équilibre, ben, il est mouvant. Donc il y a finalement cette espèce de connaissance de soi et cette conscience de qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui contribue à mon sentiment d'équilibre et au fait que j'ai l'impression de vivre une vie qui me va bien. C'est effectivement la grosse première étape et qui est une étape qui est en cours en permanence. On n'a jamais fini de faire ce travail-là. Et c'est vrai qu'en tant que parent, là, tu prenais l'exemple des parents, on est Mm. nombreux et nombreuses à l'écoute sur ce podcast dans ce cas-ci. On a tendance à se faire passer derrière, et en Mhm. l'occurrence derrière ses enfants. Il y a quelque chose de louable et quasiment de naturel, hein, je pense, dans la démarche. Mhm. Mais c'est vrai qu'il y a un peu comme dans l'avion quand il peut s'écraser. Bon, je prends une analogie voilà, un peu bizarre, mais on demande à mettre le masque à titre personnel avant de porter Mm. assistance aux autres. Et je Ouais. pense qu'on est un peu dans cette logique-là, c'est qu'on ne peut pas prendre soin des autres, et en l'occurrence de sa famille, ses enfants, si nous-mêmes, on n'est pas bien dans notre vie. Ouais. Et s'il n'y a pas justement cette absence, ou en tout cas le minimum possible de frustration. Complètement. Complètement. Et pour reprendre une autre métaphore qui dit la même chose, mais c'est une métaphore en anglais aussi. Je fais pas, j'ai grandi aux US, donc il y a plein d'expressions que je trouve super chouettes à emprunter Bien sûr, tu bien vois, sûr. dans la langue anglaise. Et il y a cette expression qui dit You can't pour from an empty cup. On peut pas verser depuis un verre qui est vide. Et donc c'est à nous de le remplir ce verre.
de s'assurer qu'il y a toujours un niveau d'énergie, de présence possible qui est soutenable et qui, effectivement, après, est au service des autres. Mais il y a vraiment quelque chose, enfin, chez les parents en particulier, euh, il y a souvent un blocage de l'ordre de c'est égoïste si je prends soin de moi, alors que, comme tu dis, c'est à l'inverse. Oui, c'est la charité bien ordonnée commence par soi-même aussi. Enfin, on se rapproche un peu de Ouais, cette idée. ouais, c'est ça. Et comment concrètement, alors bon, je suppose que c'est un peu ce que tu proposes dans tes interventions, tes services, donc là ça va être très condensé, mais comment concrètement on peut prendre ce temps, comment on s'y prend pour justement définir ses objectifs, comment préserver son énergie? Ben, je pense qu'il y a alors, il y a des exercices qu'on peut faire, il y a plein de choses qui sont des supports, mais dans le fond, derrière ces exercices et tout ça, ils ne sont que des entraînements à porter attention. Et donc à être hyper attentif, observateur, curieux de ses réactions, de ses envies, de ses besoins, être vraiment à l'écoute de ça. Et donc, par exemple, à la fin d'une journée, on se rend compte qu'on se fâche plus vite et être curieux. Et au lieu de se dire, ah là, franchement, t'es une mauvaise personne, et tu t'es encore énervé, de se dire, ok, ça me dit quoi en fait là? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que ma journée de travail, est-ce que j'ai trop enchaîné de réunions aujourd'hui? Est-ce que je suis frustrée parce que j'ai pas pu aller à telle expo ou tel cours de je ne sais quoi auquel je tenais? Est-ce que je suis juste fatiguée? Et vraiment se poser ces questions-là pour arriver petit à petit à se dire, ok, bon bah si je me rends compte que ce cours-là de poterie me manque beaucoup, bah, comment est-ce que je le réintègre? Et en fait, c'est vraiment et le prendre comme un jeu presque, être un observateur de ses réactions, euh, de toutes ces. Il y a un indicateur qui est toujours très bon aussi, c'est quand on se rend compte qu'on est en train de ressasser, voilà, qu'on rechigne, qu'on râle. Qu'est-ce qu'il y a derrière en fait? Qu'est-ce que ça me dit? Et quand on est à l'écoute de ça, déjà on récupère plein d'indices qui sont précieux et dont on peut se nourrir pour ensuite en faire quelque chose. En fait, ce qui est la difficulté là dans la démarche que tu décris, alors c'est l'idée qui me vient, euh, c'est que il faut porter attention à des symptômes négatifs quelque part, puisqu'ils vont témoigner du fait que ça ne va pas. Mhm. Et dans ce cas-ci, il faut pouvoir avoir le recul Mhm. et cette capacité à mettre son ego dans sa poche en se disant oui, Ouais. effectivement, là je suis d'humeur assassine ou je m'énerve pour un rien. Et Mhm. non pas comme je pense on serait la majorité à le penser avec la fatigue, etc. C'est mon enfant qui m'excède C'est ou les autres. oui voilà exactement ils Ouais. comprennent Mhm. rien à mon Mhm. quotidien, à l'intensité du quotidien. Ouais. Là aussi comment on peut avoir ce recul pour ben, pas avoir d'ego et accepter le fait que on va pas bien justement. Alors, c'est même sans aller jusqu'à ne pas aller bien, hein, mais je pense que c'est un entraînement, effectivement. Tu as raison, c'est pas forcément quelque chose qui est inné ou simple, mais avec l'entraînement, on peut vraiment gagner en clairvoyance, je veux dire, et surtout, en fait, on vit pas dans un silo, quoi. Donc, en général, les autres, ils sont de très bons indicateurs autour de vous. Bah, il y a toujours quelqu'un qui va vous dire, ah, mais ça va là, tu te calmes, ou voilà. Enfin, donc, aussi de se rendre compte que dans nos interactions avec les autres, ça apparaît. Mm. Voilà. Et puis tu as raison de souligner aussi le fait que là, je n'ai parlé que de situations où finalement il y a un manque, il y a quelque chose, mais c'est aussi l'inverse, c'est aussi être curieux de l'inverse, c'est de se dire, ah, j'ai la patate, ce soir je suis en pleine forme, ou là je suis trop contente de faire tel truc. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que ça me. En fait, vraiment aller chercher des indices partout, dans les moments difficiles comme dans les bons moments, de, ok, qu'est-ce qui crée ça? Et donc se demander après ce qu'on a envie de faire cette information-là. Ouais, parce que sur le positif, là, ce qui est intéressant, c'est que ça nous encourage à creuser finalement, à Ouais, tirer cette pelote complètement. de laine. Oui, ce soir, là, je suis hyper enjoué. Mhm. J'ai l'impression que la vie est merveilleuse. Ça m'est pas arrivé depuis 2 semaines. Mhm. Voilà, chercher à comprendre ça, effectivement, c'est intéressant. Mhm. Et par rapport à la définition de ces objectifs, l'écueil dans lequel on peut se mettre, c'est OK, je me pose enfin, je réfléchis à ce que je vais mettre en place là par rapport au déséquilibre dans ma vie. Comment être ambitieux, mais à la fois réaliste sur la définition de ces objectifs?
Bah ça, j'ai envie de dire, déjà se dire que c'est pas ce que je propose là, c'est pas, alors ça peut être se poser, réfléchir, etc. Mais c'est aussi un exercice un peu du quotidien, euh, un entraînement du quotidien, et c'est pas un truc de plus à faire sur sa to-do list. C'est une habitude à prendre, en fait, on va dire. Après, sur le ambitieux, ben, l'ambition, ça dépend vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire l'ambition? Alors, Euh, là où je voulais en venir, c'est ouais. effectivement, alors je pense que on va couvrir la majorité des cas, mais être présent pour ses enfants si on est parent, pouvoir assumer son travail, alors j'allais dire être un bon employé, je ne sais pas si Mm. on peut le formuler comme ça, mais en tout cas, voilà, euh, être au bon niveau et satisfait du niveau qu'on peut procurer au travail et présent pour ses amis, ses activités, enfin, un peu ce grand écart permanent. Alors, je pense qu'il y a une chose hyper intéressante dans ce que tu as dit, c'est que tu as employé ce mot bon, qui est, je pense, sous-jacent dans tout ce que tu as dit avant, en fait. Et en fait, dans ce que tu décris là, ce ne sont que des questions d'évaluation personnelle, d'appréciation personnelle. Euh, Être présent pour ses enfants, tu poses la question à 10 personnes auront des réponses différentes. Être présent pour ses enfants, ça peut vouloir dire prendre tous ces mercredis, être avec eux. Ça peut vouloir dire être là au moment du coucher. Ça peut vouloir dire refuser tous les déplacements parce qu'on n'a pas envie d'être loin d'eux. Ça peut vouloir dire mille choses. Et ça, il y a que vous qui pouvez décider ce que ça veut dire pour vous être présent pour vos enfants. Et c'est ça la difficulté, c'est qu'il y a souvent des attentes, encore une fois réelles ou imaginaires. Il y a des injonctions, il y a un cadre social où les gens font d'une certaine manière, donc on se dit bah, il faut que je fasse pareil. Mais toute la difficulté ou toute la libération et la liberté vient du fait de se dire ok, machin fait comme ça, bidule fait comme ça, mais moi, pour moi, être présent pour mes enfants, ça veut dire ça. En tout cas, aujourd'hui, ça veut dire ça. Euh, et donc, c'est comme ça que je vais faire. Et, euh, et je pense que ça, c'est la première chose que je voulais dire. Donc, ce niveau de présence et de qu'est-ce que c'est qu'être un bon employé ou un bon ami ou un bon époux, enfin, ça veut rien dire en soi. Donc c'est vraiment à se donner sa propre définition et à se l'autoriser et à se dire c'est à ça que je vais me conformer, c'est à la définition que je me suis donnée moi. Et la deuxième chose, c'est que il y a aussi une forme de d'autocompassion, je pense, à développer. Parce que ce qu'on voit souvent, c'est en particulier chez les femmes, mais sans faire de généralité, parce qu'il y a plein d'hommes qui font ça aussi, mais c'est cette idée de se mettre le curseur très haut partout euh, et de se mettre une pression terrible pour être tout pour tout le monde, quoi. Et, euh, et donc, il y a ce qu'on est capable, ce qu'on a envie de faire soi, il y a aussi l'entourage, et de se rendre compte que parfois, les personnes n'entendent pas autant que ce qu'on en attend. Je pense à l'amitié, par exemple. Il y a souvent toute une période dans la vie où les amis, on les voit un peu moins. On a un peu moins d'énergie le soir pour les appeler. Et en fait, est-ce que c'est grave? Je sais pas. Est-ce que ça peut faire partie d'une espèce de... Est-ce que ça peut être une discussion qu'on a avec ses amis en disant écoute, je pense beaucoup à toi et là, en ce moment, j'ai pas beaucoup le temps de t'appeler. Moi, je sais que j'ai eu cette discussion-là avec plein de mes amis et que c'est pas un problème et qu'on sait qu'on s'aime quand même. Et donc, il y a beaucoup de... L'autocompassion est un outil phénoménal au service de l'équilibre parce qu'on apprend à lâcher, en fait, à se dire, ben, ça, c'est pas grave, ça, je lâche. Parce que toutes les balles ne peuvent pas être en l'air en même temps. En tout cas, pas en l'air au taquet. Je pense qu'il y a aussi un travail de cet ordre-là à se dire, bah, qu'est-ce que je m'autorise à lâcher comme balle en ce moment. Oui, c'est hyper intéressant là, cette forme d'indulgence que tu évoques. Mm. Effectivement, ça met en lumière le fait que la seule perspective, ou en tout cas la plus importante, elle n'est pas tant par rapport aux autres, c'est par rapport à soi, notre Mm. évolution et ce qu'on peut faire, entre guillemets, aussi dans le contexte qu'on peut traverser, quoi. Oui, exactement. Exactement. Et je pense qu'il y a, tu vois, souvent, j'ai eu cette discussion récemment avec un très bon ami sur, tu vois, tout ce qui est développement personnel et qu'on a tendance à regarder un peu de haut en France, mais euh, le travail sur soi, c'est toujours au service des autres. C'est pas du tout un repli égoïste que de dire je vais décider que c'est ça être un bon parent, c'est ça être un bon professionnel. On le fait toujours en résonance avec les autres.
Mais il y a ce va-et-vient en fait à avoir entre qu'est-ce qui est OK pour moi, qu'est-ce qui me va, qu'est-ce qui fait que c'est soutenable pour moi. Ce mot de soutenable, je pense qu'il est important. Dans le sens, bah, ça marche quoi, au quotidien, ça tient. Je ne suis pas appuyée dans mes réserves en permanence. Euh, et qu'est-ce qui est OK pour les autres? Parce que si je décide dans mon coin que je vais aller 3 fois par semaine au sport et que ça marche pas du tout avec mon organisation familiale, bah, ça va pas marcher. Donc on vit dans des systèmes, et il faut tenir compte de ces systèmes-là, mais le point de départ, c'est toujours soi et ses besoins. Alors, c'est magnifique parce que c'est exactement le point où je voulais qu'on aille par rapport à cette vie dans ces systèmes. Tu as parlé d'amitié, là, de famille, d'organisation de famille. Euh, Comment justement on aligne des équilibres individuels dont on parle depuis tout à l'heure, un équilibre plus collectif. Donc naturellement, je pense à la famille, mais même justement par rapport à une amie ou son travail. Et ben en échangeant, en communiquant. Ouais, C'est pardon. c'est aussi simple et aussi compliqué que ça. Tu vois? Ouais, simple mais pas facile. Ouais, exactement, exactement. Mais en fait, ça s'apprend et c'est pour ça le point de départ, c'est quand même ses besoins. Il y a des outils qui sont géniaux, la communication non violente, qui sont absolument géniaux pour relier une demande à un besoin. Et le besoin, c'est nous qui le déterminons, c'est nous qui devons l'identifier. Il y a ce travail à faire. Mais après, la demande, elle peut être acceptée, elle peut être refusée, et elle peut être négociée. Mm, mm. Euh, c'est pas un ordre. Donc il y a ça, il y a à dire, ben, voilà ce qui est possible pour moi, voilà ce que j'honore, voilà ce que je veux honorer, par exemple, dans notre relation. Comment est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on peut créer les conditions pour que les deux soient respectés. Mais ça marche que dans la communication. Tu peux nous préciser ce qu'est la communication non violente? Ah oui, alors c'est une forme de communication qui a été théorisée par un psychologue américain qui s'appelle Marshall Rosenberg et qui part du principe que fondamentalement, les humains, ils sont empathiques, ils sont bons, ils ont envie que ça se passe bien avec les autres êtres humains, et que le, le- ça part du principe que la démarche, enfin, c'est passionnant et on pourrait en parler très très longtemps, mais en gros, la démarche, il y a 4 étapes. C'est l'observation d'une situation, le sentiment, la description du sentiment que ça crée, le besoin qu'il y a derrière ça, qui est honoré ou pas, et donc la demande qui va en découler. Donc, si je prends un exemple complètement euh, euh, banal de la vie quotidienne, sortir les poubelles. Vous en avez marre parce que c'est tout le temps vous qui sortez les poubelles. Euh, et donc ça peut être quelque chose du style, plutôt que de dire tu descends jamais la poubelle, j'en peux plus, tu me respectes vraiment pas, voilà, tu t'exagères, c'est de dire ben, c'est la 3e fois cette semaine que c'est moi qui descends la poubelle. Euh, ça me frustre que ça se passe comme ça, parce que moi aussi j'ai envie de me poser devant la télé ou de décompresser de ma journée. Est-ce que tu pourrais s'il te plaît prendre le relais tel et tel soir? Oui. Et là on a une conversation et c'est pas tu t'en fiches de moi, c'est pas de la projection, c'est pas de l'accusation, le tu qui tue, on dit, mais c'est moi j'ai besoin aussi de repos et moi je me sens frustrée quand, ou je me sens pas respectée quand. Donc, euh, donc voilà, on parle de soi. Et quand on parle de soi, alors c'est pour ça que je dis que c'est aussi simple et aussi compliqué que ça. Compliqué, c'est peut-être pas le bon mot, c'est peut-être complexe ou voilà, mais c'est une capacité qui est hyper précieuse quand on parle des sujets d'équilibre des temps de vie. Il y a une notion aussi très souvent, il va y avoir un projet collectif, donc aussi simple que vider les poubelles d'un foyer Mmh. régulièrement. Mais souvent, c'est parce qu'on va peut-être manquer aussi de confiance dans la Mmh. capacité des autres à exécuter la tâche. Tu Mmh. parlais tout à l'heure de ces femmes qui sont sur tous les fronts. Mmh. Alors, c'est quelque chose que j'ai déjà pu observer, c'est que il va y avoir un peu cette logique de je vais le faire moi-même. Mmh. Un peu dans l'agacement et justement en accumulant les tâches, Ouais. mais préférer le faire soi-même et effectivement que ce soit fait tel que cette personne l'attend, mais pas
déléguer, laisser le faire exécuter par quelqu'un d'autre, mais Mm. peut-être que ça correspondra pas à ses attentes et voilà, Ouais. elle préfère être sur tous les fronts, cette personne, Mm. plutôt que voilà, lâcher un peu la pression, lever le pied et que certaines choses ben, correspondent peut-être pas à ses attentes. Bah, c'est un piège, ça. C'est un piège. Enfin, on a quand même toujours le choix. Et c'est toute c'est toute la danse du fait de vivre avec d'autres humains, quoi. Et d'accepter que ce ne sera pas fait comme on l'aurait fait soi. Mais c'est un vrai piège, ça, de s'enfermer dans le laisse, je vais le faire. Et ça apparaît au foyer, mais ça apparaît au travail. C'est comme ça qu'on se noie, en fait, à s'accrocher à des choses qui sont. Je dis pas ça avec du jugement, mais en fait, finalement, enfin, faut s'interroger sur ce qu'il y a derrière aussi, je pense. Mais c'est un piège. Ça, c'est clair que c'est un piège. Et il y a déjà d'en prendre conscience, de se dire, oh là là. Après, on peut le dire, hein, on peut dire, ah, je préfère faire les courses parce que quand c'est toi qui fais les courses, ben, t'achètes pas les bons trucs et tout. Euh, on a le choix, soit on continue de le faire, mais on sait les conséquences, soit on laisse faire et on peut dire, bah, tu sais, t'as pris tel truc, ça serait mieux que tu prennes tel autre truc, et puis voilà. Euh, ou alors on peut ressasser. Enfin, on a toujours le choix, en fait, de sa réaction, de comment on réagit à ces situations-là. Oui, ce qui est Mais. intéressant, c'est qu'à nouveau, là, tu refais allusion à la discussion, Mm, à l'argumentaire, juste dire, bon, voilà, je préfère le faire parce que la dernière fois, tu n'as pas forcément pris les bons produits, je t'explique pourquoi, et ça permet aussi d'expliquer à la personne ben, mm, ses points d'amélioration. Parce que ouais, quand on dit laisse, je vais le faire, et mm, point, entre guillemets, point final, c'est comme si on n'exprimait pas cette frustration, cet ouais, agacement et on va le garder pour soi ouais. et à mesure qu'on va répéter l'opération, on va remplir la jarre de comment dire du rancœur quoi. Exactement, exactement. De la rancœur, du ressassement, ça fait avancer personne en fait. Puis c'est des petits machins qui viennent s'accumuler et créer des gros nœuds, des gros blocages dans le système. Mais attends, je voulais te dire un truc, mais j'ai oublié, j'avais une idée que je voulais te partager. Euh, On parlait de l'exemple des courses là, le fait que ça ouais. passait par la communication. Oui, exactement, que ça passait par la communication. En fait, globalement, dans la vie, et puis surtout sur les questions d'équilibre, euh, enfin, plus on explicite les choses, plus on fluidifie les choses. En fait, personne peut deviner. Personne n'est dans votre tête, personne ne sait ce qui se passe pour vous, ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin. Tant que c'est pas explicité, ça n'existe pas en fait, à part dans votre tête. Et ça, j'avais un patron qui m'avait un jour dit ça, parce qu'il voyait bien que je disais pas tout, je lui parlais pas de tout ce qui me posait souci, etc. Il m'a dit, mais tu sais, je lis pas, I don't read minds, je lis pas dans ta tête, quoi. Je sais pas ce qui est en train de se passer dans ta tête. Et c'était une belle leçon, ça, parce que dans beaucoup de situations, alors soit on croit que c'est évident ce qu'on est en train de penser ou ce dont on a besoin. Ouais, c'est souvent le cas ça. Ouais, Et ça mais va être c'est des évident. réflexions du type Ouais, ça me paraît logique ou tu fais exprès de pas exactement. comprendre. Ouais. Alors que non. Et à l'inverse, on a souvent l'impression qu'on sait ce que l'autre est en train de penser ou d'imaginer, voilà. Et donc on se fait des films terribles. En général, c'est pas des bons scénarios. Et voilà, et on se crée des problèmes sur cette base-là. D'où la communication. Ouais. Mm, Et d'expliciter finalement. Il y a vraiment le côté quasiment mm. pédagogique, partager son ressenti. Je reviens sur l'exemple Ouais. des poubelles. Moi, ça me frustre aussi de ne pas pouvoir me mettre devant la télé. Mm. Vraiment expliquer quoi. Ouais, expliquer. Exactement. C'est plus on donne de la matière. C'est pas obligé d'être long et pénible enfin voilà, ou infantilisant pour l'autre, mais c'est juste. En fait, moi, ça crée ça. Quand il se passe ça, ça crée ça chez moi. Voilà. Hmm. Et puis c'est une espèce de mode d'emploi aussi. Tu vois. Enfin, il faut le voir comme un. Moi, je le vois vraiment comme un cadeau qu'on fait à l'autre. Oui. En se disant, bah, avec ça, tu peux mieux comprendre mes réactions. Euh, et puis de pas s'attacher, et puis voilà. Et puis comme ça, un pauvre sujet de poubelle reste un pauvre sujet de poubelle et devient pas Il n'y a pas une besoin de faire guerre un PowerPoint. nucléaire. Ouais, c'est ça. Ou un truc de, voilà, c'est la preuve que je compte pas, donc Hmm. bah, c'est toujours moi qui fais. Bon, on peut contenir les choses. Et ce côté aussi partage du ressenti, je reviens à la vie familiale, mais Ouais. c'est d'autant plus triste à observer.
pour des relations qui existent depuis des années, parfois Ouais, depuis toujours, des ouais, fratries, des mères et des filles, fils ou avec des pères. Euh, il ne faut pas perdre de vue que voilà, on peut évoluer dans la vie, on peut mmh, changer de position, parfois peut-être un peu de tempérament. Et ouais. c'est pas si on s'est connu depuis des années qu'on on peut se passer de ce type d'explication de texte, entre guillemets. Ouais, complètement. Et heureusement d'ailleurs qu'on évolue et heureusement qu'on change. Et ouais, absolument, t'as raison. C'est de pas rester, enfin, d'avoir l'humilité de le dire pour soi et puis aussi la curiosité d'aller le chercher chez l'autre, quoi, et de dire, d'avoir toujours un temps de décalage, quoi. C'est vraiment cette idée littéralement de prendre du recul, faire un pas de côté et de se dire, ah tiens, spontanément, j'ai l'impression que cette personne va réagir de telle manière ou penser ça. Mais si je lui posais la question, tiens, qu'est-ce que ça ouvrirait? Oui, et c'est vrai que justement, tu as employé le mot curiosité, et Hmm. je le trouve hyper important et intéressant, puisque quand on connaît les gens depuis longtemps, on a l'impression qu'il n'y a plus rien à découvrir. Et Hmm. il y a cette forme de lassitude dans la relation et cette flamme de la curiosité qui s'éteint, Hmm. contre justement quand on rencontre quelqu'un d'autre. Enfin, il y a ce côté, tout est nouveau et on va régulièrement poser des questions du type comment ça va aujourd'hui? Ouais. Alors qu'au final, des proches, ben voilà, ils sont là, ils ont toujours été là quasiment. Il y a plus rien à creuser entre guillemets. Ouais, c'est ça. Et ouais, la curiosité, c'est tellement un allié précieux dans la vie quotidienne, dans les relations aux autres et tout, mais c'est de remplacer toutes nos certitudes et nos jugements. Ça, c'est un travail vraiment qu'on fait en coaching, tu vois, parmi toutes les casquettes et les activités que j'ai, le coaching aide beaucoup à ça, c'est à remplacer finalement le jugement ou les raccourcis par de la curiosité. Euh, et tu vois, je donne par exemple un exemple de, le soir, on rentre, on est fatigué, on s'occupait des enfants, il y en a un qui s'occupait des enfants, l'autre qui rentre du boulot, situation qu'on vit tous, et de dire oh, t'as l'air fatigué, est-ce que ça va et d'être plus dans cette curiosité de comment s'est passée ta journée plutôt que bah ça y est, il est encore de mauvaise humeur, truc euh, qui n'amène que vers des choses peu agréable et qui isole quoi. Donc voilà, d'injecter de la curiosité partout où on a tendance à sauter dans du, euh, du réflexe, de remettre de la curiosité dedans. Ouais, et injecter de la curiosité partout, je souscris Mm, mm. complètement. Ça me fait penser à ces situations où finalement, si on vous pose aucune question, et notamment sur votre bien-être, il y a quelque chose de très dévalorisant, comme si vous étiez un fantôme, Ouais, on passe devant vous sans rien, et il y a encore pire, il y a des gens qui vont porter des équipes, des sociétés ou des familles à bout de bras, qui sont un ouais, peu le référentiel de tout le monde, et donc on se dit, ben, elle ou lui, bah, il n'y a même pas besoin de lui demander, il est toujours au top. Et c'est exactement. des gens qui peuvent craquer et finir par dire ben, moi, on me demande jamais si ça va bien ou si ça va pas bien. Et en fait, ça fait des mois, des années que je porte tout le Mm. monde à bout de bras et on envoie valdinguer un peu tout ça, quoi. Ouais, complètement. Et tu sais, c'est marrant, j'avais écrit une tribune là-dessus pour Welcome to the Jungle, justement, sur cette question de comment ça va, qu'on pose un peu machinalement, en particulier au travail. Sans s'arrêter parfois Mais même. C'est ouais, sans magnifique, s'arrêter. ça me choque, sans même regarder Ouais. dans les yeux. C'est vraiment. Enfin, en fait, ça n'a plus d'importance posé Non, comme c'est ça, un je type trouve. de langage. Ouais. Alors que la question, elle est puissante mais on se rend compte que finalement, cette question, elle met beaucoup plus mal à l'aise la personne qui la pose que la personne qui la reçoit. Il y a une étude, j'avais trouvé une étude là-dessus qui était hyper intéressante. Tu vois, toutes ces questions, et typiquement, depuis le Covid, depuis que les frontières entre les vies pro et perso sont beaucoup plus souples, enfin poreuses plutôt que souples d'ailleurs, mais il y a tout un tas de questions qui ont maintenant du sens à être posées en entreprise et qu'on a du mal à poser parce qu'on a l'impression que ça va être intrusif ou que c'est pas notre place, etc. Mais en fait, ça a du sens maintenant parce que le monde est différent. Et donc d'arriver à poser ces questions, alors évidemment en respectant l'intimité des gens, en mettant pas sur des choses très limites, mais dont la plupart des gens ont bien conscience, mais en fait, voilà, d'arriver à vraiment dire, mais ouais, comment ça se passe pour toi? Comment ça se passe? Tiens, toi qui gères une équipe à distance, comment ça se passe? Comment tu t'en sors? Qu'est-ce qui est compliqué? Comment je peux t'aider? D'être vraiment dans cette curiosité de l'autre, quoi.
Mm. Et je pense que le malaise se crée aussi parce qu'il y a une dissonance justement entre la profondeur de la question et l'attitude. Et je ne vais pas revenir sur l'importance du body language, enfin du comportement, le non-verbal par rapport au verbal quand on veut passer des idées. Mais si on demande à quelqu'un comment ça va, qui est une question très personnelle en fin de compte, comme tu le Mhm. résumais, on ne peut pas se permettre de continuer son chemin et même pas le Ouais. regarder dans les yeux et d'être déjà 5 mètres plus loin à la machine à café à parler à quelqu'un d'autre. Oui, tu as raison, on n'y répondra que si on sent qu'il y a une réelle sincérité derrière cette question, absolument. Ouais, faut Mm. que ce soit Ouais, authentique, mais ouais, c'est vrai qu'elle a une vraie importance. Et un peu ouais. comme un merci, il faut pas oublier ben, l'impact très positif que ça peut avoir. Même de dire à quelqu'un, ben, est-ce que ça te dit qu'on se parle 5 minutes et qui, ça m'est déjà arrivé, qui sera vraiment très surpris. Généralement, ils s'attendent à Mm. une mauvaise nouvelle ou quelque chose de Ouais, grave et juste, ben non, non, c'est juste pour te parler, savoir comment ça va, ouais, comment tu fais justement avec telle ou telle chose. Et généralement, ça détend l'atmosphère et les gens se livrent. Et c'est ouais. hyper intéressant, je pense. Mm. Absolument. Et je voulais revenir à tout ce qui était justement équilibre de vie. Là, on parle pas mal Mhm. des relations interpersonnelles, mais l'équilibre, c'est aussi quelque chose de dynamique. Mhm. Et en fait, quand on parle d'équilibre de vie, je pense que la plupart des gens, on se dit, bon, ben, il est heureux dans sa vie familiale, dans sa vie pro, dans ses activités, sa vie spirituelle, il est heureux partout en même temps. Et Mhm. la question que je me posais, c'est comment on peut accepter de réguler son effort, de lever le pied par rapport à tel ou tel compartiment de vie, entre guillemets, pour parfois en favoriser un autre. Voilà, parce que souvent, on va vouloir peut-être améliorer les choses quelque part, mais sans non plus faire de concessions, entre guillemets, ailleurs. Ouais. Bah, c'est une bonne question parce que enfin, je pense on est de cette génération qui a grandi avec l'idée qu'on pouvait tout avoir, et même au-delà qu'on devait tout avoir, et que Mm, donc tout il à n'est fait, pas ouais. question de vouloir autre chose. Euh, et je pense qu'il y a un juste équilibre justement à trouver entre le fait d'avoir une forme d'ambition dans tous les domaines de sa vie, de vouloir nourrir tous les domaines de sa vie, de ne pas vouloir renoncer à quoi que ce soit, et en même temps de tenir compte des limites physiologique, physique, d'énergie, de disponibilité. Euh, et c'est un peu ce qu'on dit tout à l'heure sur cette idée d'avoir les taquets, tout au taquet partout, euh, et d'accepter que il y a une forme euh, là où on donne un peu, on peut reprendre un peu sur autre chose, quoi. Il y a 24 heures dans une journée, on a des niveaux d'énergie qui sont fluctuants. Voilà, donc aussi tenir compte de ces limites, et du fait qu'il y a des périodes qui sont plus ou moins propices à certaines choses, et qu'on ne peut pas être partout tout le temps. Euh, donc il y a cette espèce de sagesse à trouver. Je ne sais pas s'il y a vraiment de recette pour ça, à part, encore une fois, l'écoute de soi. Je pense que c'est quand même un énorme indicateur, et d'arriver on en revient à cette idée-là, hein, mais d'arriver à se dire, ok, là, je sens que je suis hyper irritable en ce moment, je me vois fatiguée et tout, et de se dire, ok, où est-ce que je lâche? Qu'est-ce que je lâche? Ou est-ce que, sur quoi j'ai envie de mettre le paquet ces jours-ci, et donc qu'est-ce que j'accepte passerait un peu au second plan un temps. Mais le tout, en fait, là où ça devient chouette, c'est de se dire, ben, tout est temporaire, quoi, et que tout est réajustable à tout moment. On est maître de ça. On n'est pas maître de toutes les circonstances de vie, bien sûr, euh, mais on est maître de la manière dont on priorise ce sur quoi on a la main. Et donc on peut jouer là-dessus. Très intéressant. Et par rapport à justement le fait d'être au taquet partout, il y a quelque chose un peu de paradoxal à laquelle on s'adonne tous, c'est le fameux mot procrastination, Mhm, mhm, et notamment voilà, numérique sur le téléphone, la tablette, l'ordinateur. mhm, Comment on, on essaie de... Alors, il y a plusieurs questions. Il y a le fait de ne pas laisser trop de place dans sa vie à la procrastination, mais il y a aussi comment accepter le fait que ça peut nous faire du bien aussi, que finalement c'est aussi une façon de relâcher la pression. ouais.
Alors, il y a plein de choses dans ta question parce qu'il y a les réseaux sociaux et il y a la procrastination. Et on peut procrastiner autrement qu'avec les réseaux sociaux. Tu vois, il y a plein de façons de procrastiner. On est tous, en général, les humains très bons pour trouver plein de façons de procrastiner. Et la procrastination, déjà, si je traite la question de la procrastination, en soi, il n'y a rien de mal à procrastiner. C'est un truc, c'est une chose à laquelle, une activité à laquelle ça donne beaucoup d'humains. Euh, Encore une fois, c'est d'avoir de la curiosité par rapport à cette procrastination. Ce qui est certain, c'est que de se flageller parce qu'on procrastine, ça n'a jamais fait avancer personne. En se donnant des coups de pied, en disant non mais là il faut que je me secoue, il faut que je me bouge, en général ça aide pas à vaincre la procrastination. Et ce qui aide plus, c'est d'être curieux par rapport à cette procrastination et de se dire c'est quoi le truc là que je procrastine, de quoi j'ai et qu'est-ce qui est en train de se passer. Est-ce que par exemple si c'est de rendre un énorme rapport qu'on doit rédiger, est-ce que c'est de la trouille face à la charge de travail qu'on s'imagine que ça représente? Est-ce que c'est de la trouille? Généralement, c'est de la peur. Là, je vais parler beaucoup de peur, mais parce que souvent, c'est de la peur quand on procrastine, ou de la peur de l'inconfort. Mais voilà, est-ce que c'est de la peur de l'inconfort que ça va être de fournir un tel effort? Est-ce que c'est la peur de la manière dont ce rapport va être reçu? Est-ce que c'est parce que dans le fond, en fait, je suis pas à ma place, ça me casse les pieds de faire ce rapport et c'est le 12e rapport que je fais et en fait, je déteste faire ça. Donc, en gros, qu'est-ce que cette procrastination me dit? La procrastination, je lisais, il y a une psychologue américaine qui écrit beaucoup sur le trauma et la procrastination et elle en parle vachement bien en disant c'est pas le signe qu'on est flemmard ou qu'on n'a pas de volonté, pas du tout. C'est une espèce de forme de, c'est comme une réaction de, comment on dit, euh, face à une situation un peu traumatisante. Alors, trauma, ça veut dire plein de choses, hein. C'est pas que les gros événements traumatisants de la vie, ça peut aussi être des Mais c'est petites une forme choses de qui nous. réflexe, oui. Exactement, tu sais, ce réflexe de freeze, comment, je sais pas comment on dit, Oui, comment on dit, enfin, quand on on se bouge gèle, quoi, plus, on se oui, oui, pétrifie, oui. voilà, et parce que on appréhende quelque chose, ou parce que, et donc c'est, voilà, cette curiosité de qu'est-ce que cette procrastination me raconte, c'est quoi, quelle est l'histoire que je suis en train de me raconter qui fait que je suis pas en train de faire ce que je devrais être en train de faire. Est-ce que j'ai vraiment envie de le faire, ce truc-là? Donc la procrastination, je pense qu'il faut, encore une fois, l'approcher avec douceur et curiosité plutôt qu'avec brutalité et en se disant allez, allez, secoue-toi et tout. Enfin, bon, Oui, se généralement, ça marche pas culpabiliser, super bien. ouais. Mm. Ouais, se culpabiliser, se flageller, se rendre. Voilà. Ça, c'est la procrastination. Après, la question des réseaux sociaux, c'est autre chose. Euh, tu veux dire, le temps qu'on y passe et tout ce temps qui peut être aspiré là-dedans, c'est ça? Et est-ce que c'est. Exactement, et en fait, Ouais. qui va nous prendre du temps pour autre chose, et Mm. surtout, qui va pas spécialement plus nous accomplir, Mm. justement, en tant que personne, que maman, employé, je repasse pas la liste. Ouais. Et ben, alors, ça, derrière cette question-là, moi, je pense qu'il y a une notion qui est vachement intéressante, c'est la question de l'intentionnalité. Encore une fois, ne pas se flageller parce qu'on est sur Instagram. Moi, j'ai un rapport très particulier avec les réseaux sociaux. C'est un truc que tu vois, j'ai pas de compte personnel. C'est un effort pour moi d'y aller. Mm. Je préférerais une vie sans réseaux sociaux, mais j'ai aussi conscience de ce que ça me permet d'être connectée à ces réseaux-là. Et donc, en fait, l'idée, c'est de se dire, bah, quand je suis sur un réseau, c'est pas de me. Quand j'y passe beaucoup de temps. Alors, y passer beaucoup de temps, ça peut être un problème ou ça peut ne pas en être un. C'est aussi à nous de voir, parce qu'il y a des gens qui y passent beaucoup de temps et pour qui c'est pas un sujet. Quand c'est un sujet, alors il y a des questions à se poser. C'est euh, est-ce que ce temps-là, je préférerais le passer à autre chose? Si oui, quoi? C'est cette question de l'intentionnalité en fait. C'est est-ce que j'y suis parce que ça me détend et que j'ai décidé que j'y passais 10 minutes et que c'est bon, j'ai eu ma dose de vidéos rigolotes, j'ai pris des nouvelles de mes amis, tiens, j'ai appris tel truc sur tel compte que j'apprécie beaucoup. Ok, super. Si c'est j'y ai passé 3 heures parce que je suis en train de fuir une situation que j'ai pas envie de vivre ou une émotion que j'ai pas envie de ressentir et que c'est une espèce de stratégie d'évitement, bah là aussi, curiosité. Pas d'autoflagellation, mais curiosité. Qu'est-ce que ça me raconte? Qu'est-ce que j'ai pas envie de voir? Qu'est-ce que j'ai pas envie de faire? Qu'est-ce que j'ai pas envie de vivre? Et qui fait que je me réfugie là-dedans. Mais en soi, passer des heures sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément un problème. Enfin, tu vois, Mm. Mais ouais. il faut pas faire pour faire, c'est plus Non. effectivement, on
revient à cette idée un peu de symptôme, de signal, qu'est-ce que ça nous Ouais, dit, exactement. et que ce soit juste nous sonner une petite clochette. Ouais. Effectivement, si on a une frustration par rapport à ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on a envie de faire, quoi. Et ça, tu sais, quand on commence à y prêter attention, le ressenti physique, il n'est pas du tout le même. Entre les moments où tu es sur Instagram parce que presque tu as ouvert ton application machinalement par réflexe parce que tu viens d'avoir une conversation qui t'a énervé ou il y a un mail que tu n'as pas envie de faire et donc tu vas sur Instagram et hop, tout d'un coup 20 minutes sont passées et là tu te sens, enfin je sais pas, une espèce de sens comme, tu sais, comme s'il y avait un truc un peu visqueux qui te recouvrait. Enfin, moi c'est ça la sensation que ça me fait, une espèce d'énergie qui te plombe, qui te tire vers le bas et là tu fais ouais ok, d'accord, je sais pourquoi j'y suis allée. Et t'as d'autres moments, enfin moi il y a d'autres moments, j'ai la patate, je me dis ah c'est trop bien, j'ai eu un message de telle personne, ça me fait plaisir d'avoir eu de ces nouvelles, j'ai découvert tel bouquin qui a l'air super, euh, et voilà, et donc on arrive à le sentir, tu vois, avec un peu d'entraînement, on arrive à sentir les différences d'énergie que ça crée, et du coup à profiter des moments où on a envie d'y aller parce qu'on le fait intentionnellement, pas par réflexe, pas par fuite. Oui, c'est ce que j'allais dire, pas Mm. de manière subie, effectivement, Mm. le faire sciemment, Mm. c'est là la clé, et où on assume au final, et il n'y a pas cette idée de culpabilité aussi. Pareil Ouais, pour, par exemple, un repas, et toutes ces histoires un peu de gérer son assiette. mm, Quand, entre guillemets, on a décidé de se faire plaisir et que c'est assumé, c'est ça. généralement, on le vit beaucoup mieux, le repas. Exactement, exactement. Et d'ailleurs, il y a même des études qui disent qu'on prend moins de calories quand c'est avec plaisir, quand on mange un truc très calorique avec plaisir. C'est fascinant en fait le pouvoir. Non mais c'est vrai, c'est fascinant la manière euh, dont on pense les choses a un impact sur comment elles nous affectent. Euh, et, euh, et donc ouais, et je voulais juste aussi dire un truc, c'est que n'oublions pas que ces outils-là sont designés pour nous rendre accros. Euh, d'où le ne pas s'autoflageller parce que, enfin, il faut quand même une bonne dose quand c'est des choses qu'on apprécie, euh, il faut une bonne dose de volonté pour pas se laisser aspirer dans le truc. Enfin, voilà, c'est conçu pour être aspiré dans le truc. Donc, il faut aussi pas prendre sur soi comme une responsabilité individuelle un truc systémique qui a été conçu pour, pour nous absorber, quoi. Donc, voilà. Ouais. Juste un petit message pour dédramatiser, déculpabiliser les gens qui se sentent pas bien Et, d'y passer trop de temps. et je trouve que ça fait le lien avec le début de notre discussion sur un peu les objectifs, qu'est-ce qui nous motive dans la vie. Euh, Mm. Là où, enfin, le constat que j'ai pu faire avec les gens autour de moi, c'est que les gens qui finalement ont pas mal de choses à faire, mais dans le bon sens du terme, sont finalement pas ou peu sur les réseaux sociaux, ou en tout cas pas ou peu à perdre du temps entre guillemets, parce qu'ils n'ont même pas Mm. le loisir de le faire. Bon, il ne faut pas que ce soit subi, hein, un agenda bien rempli, mais à partir du moment où voilà, on fait peut-être de l'associatif, on a son métier, on a sa famille, on va Mm. voir un ou deux amis par semaine, bah, les réseaux sociaux, juste de manière très concrète, Mm. pour parler que des réseaux sociaux, hein, ça pourrait être autre chose, on n'a pas vraiment le temps de s'y consacrer. Mm. Et c'est aussi ça, on en revient à cette idée de symptôme, ça veut juste Mm. dire que c'est peut-être du temps qu'on pourrait consacrer à autre chose si on le souhaite. Exactement, exactement. Mais c'est encore une fois cette question, voilà, d'intentionnalité. Moi, tu vois, j'ai un exemple qui vient confirmer ce que tu dis, et j'ai un exemple en tête qui infirme ce que tu dis, parce que j'ai en tête quelqu'un qui est hyper investi dans des tas de choses et qui passe un temps fou sur Instagram et dont ça nourrit beaucoup son travail. Et j'ai aussi en tête quelqu'un d'autre qui, par choix, n'y va pas. Elle a un compte pour sa boîte et puis voilà. Mais donc il y a vraiment, enfin, je pense que c'est hyper complexe et ce serait passionnant d'en discuter avec un psy, quelqu'un qui s'intéresse à ces questions-là et au sujet aussi d'addiction, parce que dans le fond, il y a quand même une question d'addiction derrière tout ça. Euh, mais sur, mais voilà, quand spontanément c'est pas un truc qui nous intéresse, j'ai envie de dire tant mieux. C'est quand même tout ce temps-là de gagner pour être dans la vie réelle et dans ce qui est là, présent maintenant. C'est quand Hmm. même aussi une des clés du sentiment d'équilibre, on va dire. On est fin juillet là, donc Mm. en plein cœur de l'été, et j'espère que bon nombre d'auditrices, d'auditeurs sont en vacances, ou en tout cas prennent du bon temps. Euh, Tu parlais de la difficulté à ne pas se faire aspirer par, bah là en l'occurrence les réseaux sociaux, mais tout ce qu'il y a de numérique.
Est-ce que tu as des conseils à donner par rapport à ça, des choses un peu simples à appliquer? Pour couper du numérique, tu veux dire, pendant les Ouais, oui, vacances? c'est ça, et peut-être se refocaliser sur la famille, les amis qu'on va voir, sur Mhm. sa moitié avec laquelle on va partir en amoureux en vacances. Ouais, tout à fait. Ouais, bah alors, il y a vraiment une question à se poser en amont de quelle place j'ai envie de donner au numérique dans mes vacances. Parce que, encore une fois, je pense que tu sais, en coaching, on parle beaucoup de designer l'alliance, enfin de designer la relation et la- finalement l'échange, l'interaction. Et je pense qu'on peut faire la même chose quand on part en vacances avec des amis ou avec son amoureux ou avec ses enfants, mais c'est de dire, ok, quelle place est-ce qu'on donne à ça? Est-ce qu'on est d'accord pour qu'il y ait les éléphants à table ou pas? Euh, chacun, enfin, quel temps on a envie de prendre chacun individuellement pour être sur ses devices dans la journée ou pas? Et je pense que déjà de clarifier les choses avec les autres, parce enfin, il y a quand même beaucoup, beaucoup de couples ou de systèmes qui souffrent de ça. On se renvoie d'ailleurs là-bas, c'était tout le temps sur ton téléphone. Non, c'est toi qui joues sur ton Ouais. téléphone. Ah On, non, se- on mais se moi, voit pas. c'est au restaurant ou quand je vois des Mm. groupes d'amis ou des couples Ouais, tous sur leur téléphone, ça, ouais. ça me rend vraiment triste pour le Bah coup. ouais. Écoute, ouais, moi je suis un peu comme toi et en même temps j'essaie enfin, l'important c'est que ça aille aux gens. Après, moi ça me surprend, mais ça ne m'irait pas, mais voilà. Mais c'est aussi, enfin, c'est à chacun de mettre le cadre et de fixer les limites qui sont importantes. Et après, pour la déconnexion, enfin, je pense qu'il y a quelque chose de très très précieux dans le fait de se couper, de servir des vacances pour se couper de ces dispositifs et de se rendre vraiment présent à ce qui est là. Et je pense qu'on découvre tellement de choses, tellement de richesses, rien que le fait de ne rien faire, ou on développe sa capacité d'observation, tu vois, là d'ailleurs mon rythme de parole est en train de se ralentir parce que c'est exactement ce qui se passe quand on déconnecte, c'est qu'on observe les choses différemment, les gens différemment, on écoute différemment, on regarde différemment. Et ça, c'est précieux. Et ça nourrit. Ça nourrit vraiment. Et c'est des choses finalement, qui remplissent le réservoir à énergie et qui nous portent après. Donc, euh, je m'efforce de ne pas être normative ou d'avoir du jugement, mais il y a une vraie réalité physiologique qui est que ça nous fait du bien de nous déconnecter. Ça nous fait du bien et notre cerveau en a besoin, nos- notre cœur en a besoin, notre cœur littéral comme figuré en a besoin. Enfin, voilà, donc il y a beaucoup de bon dans le fait de décider que on va passer plus de temps dans la vie réelle que sur son téléphone. Mm. Et alors, il y a deux choses que je voulais évoquer. La première, c'est que, alors, on reparle du téléphone et des réseaux sociaux, mais ça pourrait être autre chose. Je trouve qu'à partir du moment où on n'arrive pas à se passer de quelque chose, et d'ailleurs de quelqu'un aussi, hein, ça peut être le cas Mm. pour une personne, il faut commencer à se questionner parce qu'on est dépendant très concrètement. Mhm. Et je pense qu'il y a une compréhension à aller chercher. Parfois, ça peut être légitime, mais j'ai la conviction que dans la majorité des cas, on est sur une mauvaise pente. Et le deuxième point par rapport à ça, c'est que au niveau des réseaux sociaux et l'usage qu'on en fait sur nos portables, c'est quelque chose que j'ai déjà pu évoquer avec des invités sur le podcast, c'est que ça nous renferme sur nous-mêmes en fin de compte. Alors que Mhm. Mhm. c'est des réseaux sociaux, c'est un device, enfin un objet pour échanger le téléphone, et Mhm. on est en boule sur soi à regarder ses genoux, sa main. Mhm. Voilà, c'est ce que tu disais, physiologiquement, déjà, Ouais. ça traduit quelque chose qui va Ouais. pas, quoi. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Et, et ça peut aussi créer enfin, ce repli sur soi, il est aussi dans ce que nous proposent les réseaux, dont les algorithmes puissants nous mettent face à des choses avec lesquelles on est d'accord Oui, tout à fait. Ouais, ouais. qui nous confortent dans l'idée que bah, le monde entier est d'accord avec nous et C'est qu'on a pas le cas? raison. C'est Et pas le qu'on cas? a raison. Et bon, enfin, voilà. Après, il faut prendre ce qu'il y a de bon à prendre et puis ne pas oublier où est la vie. Eh ben, écoute, je pense que ça peut être le mot de la fin. J'ai pour nouvelle habitude, c'est assez récent, de demander à mes invités
une citation à nous partager si tu en as une. Tout le monde est reçu à cet examen, donc si finalement t'en avais pas, y a aucun problème. Et un livre éventuellement à nous conseiller, et surtout en cette période estivale. Ah, alors, une citation. Il y en a une que j'adore. Je, je suis une grande, grande admiratrice de Seth Godin, qui est quelqu'un qui, je ne sais pas si tu connais, mais qui est un Si, si, oui. grand, ouais, marketeur. À la base, marketeur, mais c'est un sage en fait, hein. C'est un peu un philosophe moderne quand même, Seth Godin. Et Seth Godin, il parle beaucoup euh, d'entrepreneuriat, de créativité, de leadership aussi au sens très large. Et, et il a une façon de parler de la peur qui m'accompagne beaucoup parce que quand enfin dans la vie en général, hein, mais en particulier dans les projets entrepreneuriaux, la peur est une constante et qui prend plein de formes et qui évolue. Mais il dit cette très jolie chose, il dit il faut apprendre à danser avec la peur. Et j'adore ça parce que c'est quand même comme ça qu'on avance dans l'entrepreneuriat, même dans la vie au sens plus large, mais c'est d'apprendre à danser avec la peur, de ne pas attendre qu'elle disparaisse ou de ne pas espérer qu'elle disparaisse ou de ne pas lutter contre elle, mais de danser. Il y a quelque chose de super joyeux là-dedans, de très vivant. Euh, et donc, quand on danse avec la peur, on est capable de lui dire ouais, je sais que tu es là, c'est cool, merci de m'avertir d'éventuels dangers et tout, mais ça va aller, je te remercie, on va danser un cha-cha-cha et puis tu vas t'asseoir et je vais continuer ma route. Et enfin, j'adore cette image et c'est vraiment la condition du développement de soi et du fait de continuer à changer, à apprendre, à croître. C'est d'apprendre à composer avec cette peur et du coup, on en perd certaines et on en crée des nouvelles et c'est un signe de vitalité. C'est chouette d'avoir peur, c'est bon signe. Donc ça, j'adore. Et un livre, écoute, j'ai envie de parler d'un livre que j'ai lu l'été dernier, que j'ai adoré. C'est un roman. euh, et j'allais dire une grosse bêtise j'ai une mémoire. C'est Là où chantent les écrevisses. Euh, c'est un livre magnifique d'une américaine qui s'appelle, je crois, Delia Owens, quelque chose comme ça. Et D'accord. c'est un livre d'une beauté. C'est une histoire qui est dure, mais avec des descriptions de paysages de marais qui sont magnifiques. Ce livre m'a emporté. C'est vraiment un bon livre tu vois, de vacances, d'été, qui est très bien écrit, avec une histoire très bien ficelée. Et des descriptions absolument merveilleuses de paysages. Enfin, c'est génial. Donc j'ai adoré ce livre. Génial. Bah écoute, Sandra, je te remercie vraiment chaleureusement. Merci beaucoup. Avec plaisir. Avec Et plaisir. du coup, bah, je te laisse le mot de la fin par rapport à ton actualité ou ta rentrée, si tu veux l'évoquer auprès de notre auditoire. Eh ben, écoute, la rentrée sera chouette. Le 6 septembre, j'organise un atelier justement pour définir les ingrédients de son équilibre. En jouant, en faisant quelque chose de sympa, en faisant un exercice justement qui peut servir après de boussole au quotidien. Donc c'est un atelier très chouette que je donne en ligne, donc qui est accessible de partout. Ce sera le 6 septembre entre midi et 14h et toutes les infos sont sur euh, le lien dans ma bio Instagram, justement, que je m'apprête à couper dans quelques semaines. Voilà. Donc, Parfait. voilà. Merci beaucoup, Sandra. Merci Vincent, à bientôt. Et bel été à toi, merci. Merci.